sa voix semblait nerveuse, presque effrayée. « Je dois vous parler de toute urgence, dit-il. C'est à propos de quelque chose que j'ai découvert par accident. Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce qui pouvait être si important? Quand j'ai déménagé, j'ai oublié de déconnecter la caméra de sécurité du salon, révéla-t-il. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Une caméra filmant ma maison? Elle était connectée à mon téléphone portable. Je ne m'en suis rendu compte qu'hier soir quand j'ai vu une notification. Ma respiration s'est alourdie. Qu'avait-il vu? J'ai vu votre femme, votre belle-mère et votre belle-sœur dans le salon. Ce qu'elle faisait, il fit une pause longue, très longue. Vous devez voir ça en personne. Mais ne dites rien à votre femme. Venez seul au café de la place Saint-Michel. Demain matin, 9 heures. J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblantes. Que pouvait bien cacher ma famille? J'ai passé toute la nuit sans dormir, fixant le plafond de la chambre. Ma femme, Isabelle, dormait tranquillement à mes côtés, comme si de rien n'était. Était-il possible qu'elle me trompe après 12 ans de mariage? Je me suis souvenu de petits détails des dernières semaines. Des conversations qui s'arrêtèrent brusquement quand j'arrivais. Des regards échangés entre ma belle-mère Michel et ma belle-sœur Céline. Des rires étouffés que je ne comprenais pas. Le matin venu, j'ai annoncé que je devais sortir pour régler un problème au travail. « Mais c'est samedi, » dit-elle en fronçant les sourcils. « C'est urgent, un client important. » Ai-je menti pour la première fois en des années? Elle m'a regardé d'une façon différente, comme si elle savait que je mentais. Ou peut-être imaginais-je des choses. La paranoïa s'était déjà emparée de moi. J'ai conduit jusqu'au café le cœur battant à tout rompre. Chaque feu rouge semblait une éternité. Qu'étais-je sur le point de découvrir? L'ancien propriétaire, M. Bertrand, était déjà assis à une table dans le coin du café. Il semblait encore plus nerveux en personne. Ses mains tremblaient en remuant son café. « Merci d'être venu, » dit-il en évitant mon regard. « Montrez-moi tout de suite, » ai-je répondu, impatient. Il a sorti son téléphone portable et a hésité avant de le déverrouiller. Avant de regarder, vous devez comprendre. J'ai longuement débattu avec moi-même pour savoir si je devais vous le dire. Mais si c'était moi, j'aimerais connaître la vérité. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. La vidéo a commencé à tourner. C'était mon salon. Ma femme Isabelle, ma belle-mère Michel et ma belle-sœur Céline étaient là. Elles riaient, discutaient avec animation. J'attendais quelque chose de choquant, mais elles semblaient simplement planifier quelque chose. « Continuez à regarder, » dit-il, percevant ma confusion. Puis ma belle-mère a ouvert un grand dossier sur la table basse. Des documents. Beaucoup de documents. J'ai augmenté le volume de la vidéo pour essayer d'entendre ce qu'elle disait. « Il ne doit surtout pas lire avant de signer », disait ma belle-mère. Ma femme acquiesçait de la tête, feuilletant les papiers. « Quand il aura signé, la maison sera à mon nom », continua ma femme. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Et l'entreprise aussi », ajouta ma belle-sœur en souriant. Monsieur Bertrand a mis la vidéo en pause et m'a regardé avec pitié. « Il y a plus, beaucoup plus », murmura-t-il. Mon esprit était confus. La maison que j'avais achetée avec mon argent. L'entreprise que j'avais construite de zéro pendant les 15 dernières années. Elles ont un avocat impliqué, continua-t-il en relançant la vidéo. Ma belle-mère a sorti un autre document du dossier. Celui-ci est le plus important. Avec cette procuration, il ne se rendra même pas compte de ce qu'il signe. Elles ont ri, toutes les trois, comme si c'était une grande blague. « Éteignez ça », ai-je demandé, sentant la nausée monter. « Il y a d'autres vidéos, de jours différents, » dit-il en me montrant la galerie. Il y en avait des dizaines, toutes filmées dans mon salon. Elles se rencontraient toujours les mardis et jeudis pendant que vous travailliez. Mardi et jeudi. Les jours où je restais toujours plus tard au bureau. Ce n'était pas une coïncidence. Elle connaissait parfaitement mon emploi du temps. Je dois tout voir, ai-je affirmé en essayant de contrôler ma colère. Il m'a passé le téléphone. J'ai commencé à visionner les vidéos dans l'ordre chronologique. Dans la première vidéo, elle discutait simplement de la rénovation de la nouvelle maison. Rien de grave. Elle semblait enthousiaste à propos du déménagement. Dans la deuxième vidéo, une semaine plus tard, le ton avait complètement changé. « Ça doit être rapide », disait ma belle-mère, avant qu'il ne se doute de quelque chose. J'ai sauté à la vidéo la plus récente. C'était d'il y a 2 jours. « Demain, je vais lui faire signer les documents », annonça ma femme. Demain. Cela signifiait hier. J'ai essayé de me souvenir. Hier, quand je suis rentré à la maison, elle était étrangement affectueuse. Elle avait préparé mon plat préféré, ouvert une bouteille de vin cher. « J'ai quelques papiers d'assurance à te faire signer, mon amour », avait-elle dit avec désinvolture. Je n'avais même pas regardé correctement. J'avais eu confiance en elle. Complètement confiance. J'avais tout signé.
J'ai senti mon monde s'effondrer. Il était déjà trop tard. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ai-je demandé à Monsieur Bertrand, ma voix sortant faible. Vous devez agir vite. Allez voir un avocat. Annuler ces procurations. Mais quelque chose dans la vidéo a attiré mon attention. Ma belle-mère avait mentionné un nom que je connaissais très bien. Thomas Mercier, mon associé. Revenez en arrière sur cette vidéo. Ai-je demandé avec urgence. Je l'ai regardé à nouveau. Ma belle-mère parlait au téléphone avec quelqu'un. Thomas a confirmé. Il va aider avec le transfert des actions de l'entreprise. Mon meilleur ami, mon associé depuis 10 ans, lui aussi était impliqué dans ce complot. Il y a plus de monde impliqué dans ce plan, commenta Monsieur Bertrand. Il m'a montré une autre vidéo. Un homme que je ne connaissais pas a rendu visite à ma maison. Il était habillé formellement, portant une mallette en cuir. C'est leur avocat, expliqua l'ancien propriétaire. L'avocat a ouvert sa mallette et étalé des documents sur la table. Avec ces signatures, vous aurez le contrôle total. Il n'aura plus rien. Ma femme a souri. Ce sourire que j'avais tant aimé semblait maintenant cruel. Et s'il découvre quelque chose? Demanda ma belle-sœur Céline, semblant inquiète. Il ne découvrira rien, répondit ma belle-mère Michel avec confiance. Il fait trop confiance. Elles avaient raison. J'avais fait aveuglément confiance. Je suis sorti du café en état de choc. Le monde semblait différent, déformé. Comment pourrais-je rentrer à la maison et faire semblant de ne rien savoir? J'ai appelé mon avocat personnel, maître Philippe Duchamp, qui s'occupait de ma famille depuis des années. Je dois vous voir maintenant. C'est extrêmement urgent. Une demi-heure plus tard, j'étais dans son bureau à Lyon lui montrant les vidéos. Il les a regardées en silence, son visage devenant de plus en plus sérieux. C'est grave, très grave, murmura-t-il. Nous devons agir immédiatement. D'abord, je dois voir quels documents vous avez signés hier. Vous avez des copies? Je n'en avais pas. Je ne savais même pas exactement ce que j'avais signé. Je vais demander des copies dans tous les notaires de la ville. Ça prendra quelques heures. En attendant, il m'a conseillé de ne pas confronter ma femme. Si elle sait que vous avez découvert, elle peut accélérer leur plan ou détruire des preuves. Rentrer à la maison et agir normalement serait la chose la plus difficile que j'aurais à faire. Quand je suis arrivé, Isabelle était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. « Comment ça s'est passé au travail, mon amour ?» demanda-t-elle avec un sourire. Ce même sourire que j'avais vu dans les vidéos pendant qu'elle planifiait ma destruction. C'était productif, ai-je répondu en essayant de paraître normal. Très bien. J'ai préparé ton plat préféré, bœuf bourguignon. Je me suis assis à table, mais la nourriture semblait sans goût. Chaque bouchée était un effort. Tout va bien? Tu sembles bizarre, commenta-t-elle en m'observant. Juste fatigué. Beaucoup de travail. J'ai menti une fois de plus. Mon téléphone a vibré. C'était un message de maître Duchamp. J'ai trouvé les documents. Appelez-moi. Je dois répondre, c'est le travail, dis-je en me levant de table. Je suis allé dans mon bureau et j'ai rappelé, les mains tremblantes. La situation est pire que ce que nous pensions, commença maître Duchamp. Vous avez signé une procuration qui lui donne un pouvoir total sur vos biens. Tout. Comment ça, tout? Demandai-je, sentant la panique monter. La maison, la voiture, l'entreprise, les comptes bancaires, les investissements. Elle peut tout transférer. Ma vision s'est troublée. Des années de travail acharné. Mais il y a plus, continua-t-il. J'ai trouvé des traces qu'elle a déjà commencé des transferts. Quand? Demandai-je, ma voix sortant dans un murmure. Ce matin, pendant que vous étiez avec moi, 3 propriétés ont déjà été transférées. J'avais 3 appartements en location dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. C'était ma retraite. Maintenant, ils n'étaient plus à moi. Peut-on annuler ça? Demandai-je désespéré. Oui, mais nous devons déposer une action en justice aujourd'hui. Tout de suite. Je vais avoir besoin que vous veniez au notaire avec moi. Nous allons annuler cette procuration. J'ai regardé par la fenêtre du bureau. Ma femme était dans le jardin parlant au téléphone. Elle riait. Ce rire qui m'enchantait autrefois me glaçait maintenant le sang. Maître Duchamp, il y a quelque chose que je dois savoir d'abord, dis-je. Pourquoi ferait-elle ça? Nous sommes mariés depuis 12 ans. Maître Duchamp a hésité avant de répondre. J'ai fait quelques recherches ces dernières heures. J'ai découvert quelque chose de troublant. Votre belle-mère a des dettes graves, très graves, près de 2 millions d'euros. 2 millions? Comment est-ce possible? Elle a tenté des investissements risqués qui ont mal tourné. Elle est poursuivie en justice. Et votre femme et votre belle-sœur le savaient. Elles essayèrent d'utiliser vos biens pour couvrir. J'ai ressenti de la colère et de la tristesse en même temps. Elles ne m'avaient vu que comme de l'argent. Il y a plus, continua maître Duchamp. Votre associé Thomas reçoit une part. Il a accepté de transférer vos actions de l'entreprise vers un fonds fantôme.
Un fonds contrôlé par votre belle-mère et ses filles. Thomas était comme un frère pour moi. Je le connaissais depuis l'université, depuis l'école de commerce de Lyon. Combien va-t-il recevoir? Demandai-je amèrement. 500 000 €, une fraction de la valeur réelle de vos actions. Que faisons-nous maintenant? Demandai-je à Maître Duchamp. Nous avons deux options. La première, nous confrontons tout légalement, calmement et stratégiquement. La seconde, vous jouez leur jeu, vous faites semblant de ne rien savoir. Et pendant qu'elles pensent gagner, nous documentons tout pour la justice. La deuxième option était risquée. Cela signifiait continuer à vivre ce mensonge. Mais cela me donnerait aussi du temps pour rassembler plus de preuves. Je vais jouer leur jeu, ai-je décidé, me surprenant moi-même. Excellent. Mais nous devons agir vite pour protéger ce que nous pouvons encore sauver. Nous avons passé les heures suivantes à élaborer un plan détaillé. Premièrement, bloquer les transferts en utilisant une ordonnance d'urgence. Deuxièmement, documenter chaque réunion qu'elles ont, avec photos et enregistrements. Troisièmement, faire croire à ma femme que tout se passait selon son plan. Quand je suis rentré à la maison, il faisait déjà nuit. Ma femme m'attendait dans le salon, portant le peignoir que je lui avais offert. « Tu as mis tellement de temps, mon amour. J'étais inquiète, » dit-elle avec une fausse tendresse. « Des problèmes au travail. Rien de grave. » ai-je répondu en forçant un sourire. Elle s'est approchée et m'a pris dans ses bras. Cette étreinte qui me réconfortait avant m'étouffait maintenant. « Tu sais, j'ai beaucoup pensé à nous ces derniers temps, » commença-t-elle. « Je veux que tu saches que je t'aime et que tout ce que je fais, c'est en pensant à notre avenir. » Chaque mot sonnait maintenant faux. « Je t'aime aussi. » ai-je menti, sentant la nausée. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Maître Duchamp. Ordonnance accordée. Plus rien ne peut être transféré. J'ai ressenti un soulagement momentané. « Avec qui tu parles ?» demanda-t-elle, en essayant de voir mon téléphone. « Le travail », ai-je répondu en le rangeant rapidement. Rien d'important. Le lendemain matin, ma belle-mère Michel est apparue à la maison sans prévenir. « Bonjour, mon cher », dit-elle avec ce sourire faux que je reconnaissais maintenant parfaitement. Ma femme et elle se sont enfermées dans le salon. Je suis resté dans le bureau en faisant semblant de travailler, mais j'avais installé une application d'enregistrement sur mon vieux téléphone. Caché dans le salon, j'ai mis des écouteurs et écouté leur conversation en temps réel. « J'ai essayé de faire un autre transfert ce matin, c'est bloqué », disait ma belle-mère nerveuse. « Comment ça, bloqué ?» demanda ma femme inquiète. « Le système dit qu'il y a une ordonnance judiciaire. Quelque chose a mal tourné. » J'ai entendu la panique grandir dans leur voix. Elle ne s'attendait pas à cette réaction. « Il sait. Est-ce qu'il a découvert quelque chose ?» demanda ma femme, effrayée. « Impossible. Il est trop naïf pour ça, » répondit ma belle-mère. « Ça doit être une erreur du système. Je vais appeler Thomas. » C'était le moment. Je devais agir avant qu'elle n'appelle mon associé. Je suis sorti discrètement de la maison et j'ai conduit jusqu'au bureau de l'entreprise dans le quartier de la Part-Dieu. Thomas était dans son bureau travaillant sur son ordinateur. « Nous devons parler », dis-je en fermant la porte derrière moi. Il a levé les yeux et pendant une seconde, j'ai vu la culpabilité dans ses yeux. « De quoi ?» tenta-t-il de dire avec désinvolture. « De l'accord que tu as fait avec ma belle-mère. 500 000 € pour mes actions. » Son visage a pâli. Le masque est tombé instantanément. « Comment? Qui t'a dit ?» bégaya-t-il. « Peu importe. Ce qui compte, c'est que je sais tout et que j'ai des preuves. » Il s'est levé, nerveux, marchant de long en large. « Écoute, je peux expliquer. Ta belle-mère m'a contacté. Elle a dit que tu voulais prendre ta retraite. » Mensonge. Ai-je coupé? Tu savais exactement ce que tu faisais. Thomas s'est assis, vaincu, mettant son visage entre ses mains. J'avais besoin de l'argent. J'ai des problèmes financiers. Sérieux? Des problèmes financiers? Ai-je répété, incrédule. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Nous sommes associés depuis 10 ans. J'avais honte, admit-il. J'ai fait de mauvais investissements. J'ai presque tout perdu. Quand ta belle-mère m'a offert cette somme, ça semblait la solution parfaite. Parfaite pour toi, pendant que tu me détruisais? Ai-je répondu avec amertume. Il m'a regardé avec des larmes dans les yeux. On peut arranger ça? S'il te plaît. Notre amitié vaut plus que de l'argent. Je voulais le croire. Vraiment. Si tu tiens vraiment à moi, tu vas m'aider maintenant, dis-je. N'importe quoi, ce dont tu as besoin, répondit-il, désespéré. J'ai besoin que tu enregistres une conversation avec ma belle-mère. Elle va t'appeler aujourd'hui. Quand elle appellera, je veux que tu demandes les détails du plan. Tout. Et que tu enregistres chaque mot. Thomas a acquiescé de la tête. Il semblait soulagé d'avoir une chance de se racheter. 2 heures plus tard, le téléphone de Thomas a sonné. C'était elle.
Il a activé l'enregistreur et mis le haut-parleur pour que je puisse aussi écouter. « Thomas, nous avons un problème, » dit la voix de ma belle-mère, tendue. « Quel genre de problème ?» demanda-t-il en suivant mon script. « Les transferts sont bloqués. Il y a une ordonnance judiciaire. » Ordonnance judiciaire. Comment aurait-il pu découvrir quelque chose? Je ne sais pas, mais nous devons accélérer le plan pour les actions. Aujourd'hui même. Expliquez-moi encore comment ça fonctionne, demanda-t-il. Et elle a expliqué en détail comment elles allaient utiliser la fausse procuration pour tout transférer, comment elles allaient vider les comptes de l'entreprise, comment elles prévoyaient de me laisser sans rien. J'ai écouté chaque mot comme des coups de poignard. Et ma femme sait tout ça? Ai-je demandé à Thomas après avoir raccroché. Elle est l'esprit derrière tout le plan, révéla-t-il, la tête basse. Maître Duchamp a écouté l'enregistrement complet dans son bureau. C'est de l'or. Une preuve parfaite de fraude et de complot. Mais il y a quelque chose de plus que vous devez savoir, continua-t-il, hésitant. Mon cœur s'est accéléré. Qu'est-ce qui pouvait encore exister? J'ai creusé plus profondément dans le passé de votre femme. J'ai découvert quelque chose de troublant. Elle a déjà fait ça avant, avec son ex-mari, il y a 10 ans. Ex-mari? Elle m'a dit que j'étais le premier, me suis-je exclamé choqué. C'était un mariage court, 2 ans. Elle a obtenu la moitié de ses biens. Elle a utilisé le même avocat, le même stratagème. Des procurations falsifiées. J'ai senti que je ne connaissais pas la femme avec qui j'avais partagé une décennie de ma vie. L'ex-mari a tenté de porter plainte, mais il n'avait pas assez de preuves. Elle a été plus prudente cette fois. Mais nous avons les caméras, les vidéos, et la confession enregistrée, ai-je complété. Le lendemain matin, nous avons déposé une action en justice complète. Fraude, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, tout documenté. Le lendemain matin, quand je suis arrivé à la maison avec les huissiers de justice, ma femme était tranquille. Elle ne savait pas encore que son monde était sur le point de s'effondrer. « Monsieur, madame, nous devons vous parler », dit l'huissier principal. Le visage d'Isabelle a changé quand elle a vu les documents. « Tu savais ?» me regarda-t-elle, avec un mélange de choc et de colère. « J'ai toujours su, ai-je menti. J'attendais juste que tu révèles ton vrai visage. » Elle a tenté d'argumenter, de nier, mais les vidéos ne mentaient pas. Les enregistrements ne mentaient pas. Les documents ne mentaient pas. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez, » dit-elle en essayant de garder son calme. « Julien, qu'est-ce qui se passe ?» L'huissier a ouvert sa mallette et en a sorti une tablette. « Madame Moreau, nous avons des preuves vidéo de vous et de votre famille, conspirant pour frauder votre mari de tous ses biens. »« C'est ridicule !» s'exclama-t-elle. « Julien, dis-leur que c'est une erreur. » J'ai pris la tablette des mains de l'huissier et j'ai appuyé sur lecture. La vidéo a commencé. C'était le salon de notre maison. Elle, sa mère et sa sœur, planifiant tout en détail. Isabelle a pâli en voyant les images. « D'où vient cette vidéo ?» murmura-t-elle. « De la caméra de sécurité que l'ancien propriétaire a oublié de déconnecter. » Ai-je expliqué calmement. Elle a tout filmé. Chaque réunion, chaque complot, chaque mensonge. J'ai fait défiler les vidéos. Elle les regardait, horrifiée, se rendant compte que toutes leurs conversations privées avaient été enregistrées. Quand il aura signé, la maison sera à mon nom. Sa propre voix résonnait dans le salon. Et l'entreprise aussi, la voix de sa sœur Céline. Isabelle s'est effondrée sur le canapé, la tête entre les mains. « Ce n'est pas ce que tu penses », commença-t-elle faiblement. « Vraiment ?» ai-je coupé. « Alors explique-moi ce que je pense mal. » L'huissier a continué. « Madame Moreau, nous avons également un enregistrement d'une conversation téléphonique entre votre mère et monsieur Thomas Mercier, discutant du transfert frauduleux des actions de l'entreprise. J'ai joué cet enregistrement aussi. La voix de sa mère était claire. Thomas a confirmé. Il va aider avec le transfert des actions de l'entreprise. Isabelle a fermé les yeux. Elle savait qu'elle était piégée. Votre belle-mère Michel Fontaine et votre belle-sœur Céline Fontaine ont également été convoquées, continua l'huissier. Elles sont en route. Non, murmura Isabelle. Maman ne sait rien. C'était juste moi. Ne mens pas maintenant, dis-je amèrement. J'ai tout vu. Ta mère était le cerveau. Toi et ta sœur étiez ses complices. 15 minutes plus tard, ma belle-mère Michel et ma belle-sœur Céline sont arrivées. Un deuxième huissier les attendait à la porte. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Michel en entrant dans le salon, tentant de paraître indigné. « Julien, pourquoi y a-t-il des huissiers dans ta maison ?»« Asseyez-vous, Madame Fontaine, » dit l'huissier calmement mais fermement. Elle a vu sa fille effondrée sur le canapé et a immédiatement compris. « Il sait », a simplement dit Isabelle. Michel est devenue blanche comme un linge. Céline, quant à elle, a essayé de partir. « Je dois y aller. J'ai un rendez-vous. Vous restez ici, mademoiselle Fontaine. » L'huissier l'a arrêtée.
Vous êtes toutes les trois accusées de fraude, faux et usage de faux, et association de malfaiteurs. L'huissier a joué les vidéos pour elles aussi. Michel a regardé en silence, son visage passant de la peur à la résignation. Céline pleurait. « Je ne voulais pas faire ça », sanglota-t-elle. « Maman m'a forcé. Elle a dit qu'on n'avait pas le choix à cause de ses dettes. »« Tais-toi, Céline !» cria Michel. « Non !» répondit Céline en se levant. « J'en ai assez de tes mensonges. Tu nous as toutes embarquées dans tes problèmes, tes mauvais investissements, tes dettes de jeu. »« Dettes de jeu ?» ai-je répété. Céline s'est tournée vers moi les yeux rouges. Maman a perdu presque 2 millions d'euros au casino de Évian. Elle est poursuivie. Elle allait tout perdre. Elle a dit que c'était la seule solution. Michel s'est levée, tremblante de rage. « Tu n'avais pas le droit de lui dire ça. Il a le droit de savoir pourquoi tu as détruit sa vie, » cria Céline. Maître Duchamp est entré à ce moment-là, accompagné d'un commissaire de police. « Mesdames, vous êtes toutes les trois en état d'arrestation, » annonça le commissaire. « Vous avez le droit de garder le silence. » Isabelle m'a regardé, les larmes coulant sur son visage. « Julien, je suis désolé. Je ne voulais pas. Maman a dit que c'était temporaire, qu'on te rendrait tout après avoir résolu ses problèmes. »« Temporaire ?» ai-je répété avec incrédulité. « Tu allais me prendre ma maison, mon entreprise, tout ce que j'ai construit pendant 15 ans. Comment ça aurait pu être temporaire ?» Elle n'a pas répondu. Le commissaire a sorti les menottes. « Ce ne sera pas nécessaire, » dit Maître Duchamp. « Elles vont coopérer. N'est-ce pas, mesdames ?» Michel a acquiescé silencieusement. Elle savait que tout était fini. Après leur départ avec le commissaire, je me suis retrouvé seul dans le salon avec Maître Duchamp. « Que se passe-t-il maintenant ?» ai-je demandé, épuisé. « Maintenant, nous récupérons tout. La procuration est annulée. Les transferts déjà effectués seront annulés par décision de justice. Votre entreprise reste à vous. Et Thomas ? Monsieur Mercier a accepté de témoigner contre elle en échange d'une peine réduite. Il va payer une compensation financière importante et quitter la société. Mais il ne fera pas de prison. Je ne savais pas comment me sentir à ce sujet. Thomas avait trahi ma confiance, mais au moins il avait aidé à la fin. Et Isabelle ? Demandai-je doucement. Maître Duchamp a soupiré. Avec son casier, elle a fait la même chose à son ex-mari. Elle risque entre 5 et 10 ans de prison. Sa mère et sa sœur aussi. 10 ans, une décennie, le même temps que notre mariage. Je me suis assis sur le canapé, le même canapé où elles avaient planifié ma ruine. « Il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir, » dit Maître Duchamp. En creusant plus profondément, j'ai découvert que ce n'est pas la première fois pour Madame Fontaine Senior non plus. Comment ça ? Elle a fait faillite 3 fois dans sa vie. À chaque fois, elle a utilisé sa famille pour se renflouer. Le père d'Isabelle, décédé il y a 15 ans, s'est suicidé à cause des dettes qu'elle avait accumulées. J'ai senti un frisson me parcourir. Isabelle le savait ? Oui. C'est en partie pour ça qu'elle a divorcé de son premier mari avec la moitié de ses biens, pour sauver sa mère une première fois. Et maintenant, elle essayait de me faire la même chose. Exactement. C'est un cycle. Michel Fontaine détruit financièrement et ses filles ramassent les morceaux en volant leur mari. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la maison vide pour la première fois depuis des années. Pas de mensonges, pas de complot. Juste le silence. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité puis répondu. « Monsieur Moreau ? C'est Monsieur Bertrand, l'ancien propriétaire. » « Oui, j'ai appris par les nouvelles. Je voulais juste dire que je suis désolé que vous ayez dû traverser ça. Mais je suis content d'avoir appelé. Moi aussi, ai-je dit sincèrement. Vous m'avez sauvé la vie. Personne ne mérite de vivre dans le mensonge, répondit-il. Cette caméra oubliée, parfois la technologie nous sauve malgré nous. Après avoir raccroché, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Une simple caméra de sécurité oubliée avait révélé une vérité que j'aurais pu ne jamais découvrir. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de procédures judiciaires, de paperasse et de reconstruction. Maître Duchamp a travaillé sans relâche pour récupérer tout ce qui avait été transféré. Les 3 appartements du quartier de la Croix-Rousse sont revenus à mon nom. La maison aussi. Et surtout, l'entreprise. Mais récupérer des biens était la partie facile. Récupérer ma confiance en l'humanité était beaucoup plus difficile. Le procès a commencé 2 mois après les arrestations. Le tribunal de Lyon était bondé. Des journalistes, des curieux, des gens qui voulaient voir de leurs propres yeux l'affaire de la caméra oubliée, comme les médias l'avaient surnommée. Isabelle, Michel et Céline étaient assises côte à côte, avec leurs avocats. Isabelle portait une robe simple, ses cheveux attachés. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en 2 mois. Quand nos regards se sont croisés,
Elle a détourné les yeux immédiatement. Le juge, Monsieur Henri Blanchard, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux gris, a ouvert la session. Nous sommes ici pour juger l'affaire Moreau contre Fontaine et consorts, accusés de fraude, faux et usage de faux, et association de malfaiteurs. Maître Duchamp a présenté les preuves. D'abord, les vidéos. Le tribunal entier a regardé en silence les images de mon salon. Ma femme, ma belle-mère et ma belle-sœur, planifiant méthodiquement ma destruction financière. On pouvait entendre des murmures choqués dans la salle. Quand il aura signé, la maison sera à mon nom. Les paroles d'Isabelle résonnaient dans le tribunal. Puis Maître Duchamp a joué l'enregistrement de la conversation entre Michel et Thomas. Il va aider avec le transfert des actions de l'entreprise. Ensuite, les documents. La fausse procuration. Les tentatives de transfert. Tout était là, noir sur blanc. L'avocat de Michel a tenté de se défendre. Ma cliente était sous une pression financière extrême. Elle a fait une erreur de jugement. Mais ce n'était pas prémédité. Pas prémédité ? L'a coupé le juge. Les vidéos montrent des réunions sur plusieurs semaines. Des documents préparés par un avocat. C'est la définition même de la préméditation. C'est alors qu'on m'a appelé à la barre des témoins. Je me suis levé et me suis dirigé vers l'estrade, sentant tous les regards sur moi. « Monsieur Moreau », commença le juge, « pouvez-vous nous dire comment vous avez découvert ce complot ?» J'ai raconté toute l'histoire. L'appel de Monsieur Bertrand, le café sur la place Saint-Michel, les vidéos, ma nuit blanche, le mensonge que j'ai dû vivre pendant des jours. « Comment vous êtes-vous senti quand vous avez découvert que votre femme planifiait cela ?» demanda le juge. J'ai regardé Isabelle. Elle pleurait silencieusement. Trahi, détruit. J'ai passé 12 ans avec cette femme. J'ai construit une vie avec elle. Et en quelques heures, j'ai réalisé que rien n'était réel. Ma voix s'est brisée sur les derniers mots. L'avocat de Michel m'a posé des questions. « Monsieur Moreau, n'est-il pas vrai que vous avez espionné votre famille avec cette caméra ?»« Je n'ai rien espionné du tout. » ai-je répondu calmement. La caméra n'était pas à moi. C'était celle de l'ancien propriétaire qu'il avait oublié de déconnecter. Il m'a contacté quand il a découvert par hasard ce qui se tramait. Mais vous auriez pu confronter votre femme directement au lieu de monter toute cette mise en scène. Si je l'avais confrontée, elle aurait nié, détruit les preuves, accéléré son plan. Mon avocat m'a conseillé d'attendre, de documenter, de protéger mes biens. C'est ce que j'ai fait. Le juge a hoché la tête, approuvant ma réponse. Puis ce fut au tour de Céline de témoigner. Elle est montée à la barre, tremblante. « Mademoiselle Fontaine, expliquez-nous votre rôle dans cette affaire » demanda le juge. « Je ne voulais pas participer » commença-t-elle, la voix brisée. « Mais maman, elle a dit qu'on allait tout perdre, que les créanciers allaient prendre la maison familiale, qu'on allait finir à la rue. Et vous avez cru que voler votre beau-frère était la solution » demanda le juge sèchement. Je sais que c'était mal, je le sais. Mais maman, elle peut être très convaincante et Isabelle était d'accord. J'ai pensé que si ma sœur trouvait ça acceptable, alors vous vous êtes déresponsabilisé, coupa le juge. Céline a baissé la tête, honteuse. Michel a refusé de témoigner. Elle est restée assise, le visage fermé, refusant de croiser le regard de quiconque. Son avocat a plaidé les circonstances atténuantes, la pression financière, le désespoir. Mais le juge n'était pas convaincu. Isabelle, par contre, a voulu parler. « Monsieur le juge, je voudrais dire quelque chose », dit-elle en se levant. Le juge a hoché la tête. Elle s'est tournée vers moi. « Julien, je sais que rien de ce que je peux dire ne changera ce que j'ai fait. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Et tu ne le devrais pas. » Sa voix tremblait. Quand ma mère m'a parlé de ses dettes, j'ai paniqué. Je me suis souvenu de ce qui était arrivé à mon père. Comment il s'est suicidé à cause des dettes qu'elle avait accumulées. Elle a essuyé ses larmes. Je ne voulais pas que ça se reproduise. Je ne voulais pas perdre ma mère. Alors j'ai accepté son plan. Mais je te jure, Julien, l'idée était de tout te rendre après. Une fois que les dettes seraient payées, je me suis levé de mon siège. Tu mens, ai-je dit calmement mais fermement. Dans les vidéos, vous ne parliez jamais de me rendre quoi que ce soit. Vous parliez de tout prendre, de me laisser sans rien, de me faire croire que c'était pour l'assurance. Monsieur Moreau, s'il vous plaît, asseyez-vous, dit le juge. Mais je n'ai pas fini. Et ce n'est même pas la première fois. Ton ex-mari, tu lui as fait la même chose. Même avocat, même stratagème. C'est un mode de vie pour toi. Isabelle a pâli. Asseyez-vous, monsieur Moreau, répéta le juge, plus fermement cette fois. Je me suis assis, tremblant de colère. Après 3 jours de procès, le juge a rendu son verdict. Après examen de toutes les preuves présentées,
Ce tribunal déclare les 3 accusés coupables de fraude, faux et usage de faux, et association de malfaiteurs. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Michel Fontaine, en tant que cerveau de cette opération et récidiviste dans ce type de comportement frauduleux, est condamné à 8 ans de prison ferme et à 500 000 € d'amende. Michel n'a pas bronché. Elle s'y attendait. Isabelle Moreau née Fontaine, avec votre casier judiciaire et votre implication directe, vous êtes condamnée à 6 ans de prison ferme et à 300 000 € d'amende. Isabelle a fondu en larmes. Céline Fontaine, compte tenu de votre coopération et de votre rôle secondaire, vous êtes condamnée à 3 ans de prison avec sursis et à 100 000 € d'amende. Céline a poussé un soupir de soulagement. Elle éviterait la prison. Le juge a continué. De plus, toutes les propriétés et sommes transférées frauduleusement sont immédiatement restituées à M. Julien Moreau. Les accusés sont solidairement responsables de 200 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier causé. Il a frappé son marteau. Séance levée. Les gardes ont emmené Michel et Isabelle. Isabelle m'a regardé une dernière fois avant de sortir de la salle. Ses yeux disaient « Pardon », mais le pardon n'effacerait pas ce qu'elle avait fait. Dehors, sur les marches du palais de justice de Lyon, Maître Duchamp m'a serré la main. C'est fini. Justice a été rendue. Merci, maître. Pour tout. C'était un plaisir de vous aider, monsieur Moreau. Des cas comme celui-ci me rappellent à pourquoi je suis devenu avocat. Les journalistes nous ont assaillis de questions. Monsieur Moreau, comment vous sentez-vous? Allez-vous pardonner à votre femme? Que pensez-vous de la caméra qui a tout révélé? Je les ai ignorés et suis monté dans ma voiture. Une semaine plus tard, j'ai signé les papiers du divorce. 12 ans de mariage dissous en quelques signatures. Thomas est venu me voir au bureau. C'était la première fois que je le voyais depuis le procès. Julien, je voulais te dire au revoir. Je quitte Lyon. Je déménage à Marseille. Un nouveau départ. C'est probablement mieux comme ça, ai-je répondu. Il a hoché la tête. Je sais que tu ne peux pas me pardonner, mais je veux que tu saches que notre amitié comptait pour moi, vraiment. J'ai fait le mauvais choix au mauvais moment. On fait tous des choix, Thomas. Certains nous définissent. Il a tendu la main. J'ai hésité, puis je l'ai serré. Bonne chance, ai-je dit. À toi aussi. Et il est parti. Ce soir-là, seul dans mon bureau, j'ai regardé par la fenêtre les lumières de Lyon. J'avais récupéré ma maison, mon entreprise, mon argent, mais j'avais perdu ma femme, mon associé, ma confiance. Était-ce une victoire? Je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est qu'une caméra oubliée avait révélé une vérité que je n'aurais jamais découverte autrement. Et parfois, la vérité, même douloureuse, vaut mieux que le mensonge, même confortable. 3 mois après le procès, j'étais assis sur le balcon de mon nouvel appartement dans le quartier de la Confluence à Lyon. Plus petit que la maison, plus simple, mais vraiment à moi. J'avais vendu la grande maison. Trop de souvenirs, trop de mensonges imprégnés dans chaque mur. Avec l'argent, j'avais acheté cet appartement moderne avec vue sur la Saône. Un nouveau départ. L'entreprise prospérait à nouveau. Sans Thomas, j'avais dû réorganiser complètement la structure. J'avais embauché une directrice financière, Madame Claire Rousseau, une femme de 45 ans, compétente et honnête. Elle avait audité tous les comptes et découvert que Thomas avait fait bien plus de dégâts que je ne le pensais. Mais tout était réparable. Les 3 appartements de la Croix-Rousse continuaient à me rapporter des loyers. Ma retraite était assurée. Financièrement, j'étais mieux que jamais. Émotionnellement, c'était une autre histoire. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je reconnaissais maintenant. « Monsieur Bertrand » ai-je répondu en décrochant. « Monsieur Moreau, comment allez-vous » L'ancien propriétaire m'appelait 1 fois par mois depuis le procès. Une sorte de rituel pour vérifier que j'allais bien. Je vais bien, vraiment. L'appartement me plaît. J'ai lu dans le journal que votre entreprise a signé un gros contrat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Félicitations. Merci. Ça fait du bien de se concentrer sur le travail. Il y a eu un silence. Vous savez, monsieur Moreau, j'y pense souvent. Si je n'avais pas oublié cette caméra, si je n'avais pas vu cette notification, vous ne sauriez peut-être toujours pas. Je sais. J'y pense tous les jours. Vous m'avez sauvé, monsieur Bertrand. Ai-je continué. Vous auriez pu ignorer ce que vous aviez vu, vous dire que ce n'était pas votre problème. Mais vous avez appelé. Vous m'avez dit la vérité. Personne ne mérite de vivre dans le mensonge, répondit-il doucement. J'ai débattu avec moi-même pendant des heures cette nuit-là. Mais si c'était moi à votre place, j'aurais voulu savoir. Vous avez pris la bonne décision. Et vous aussi, monsieur Moreau. Vous auriez pu confronter votre femme avec colère, détruire des preuves dans un accès de rage. Mais vous avez été intelligent. Vous avez joué le jeu. Vous avez gagné. Gagné.
ai-je répété. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot. Après avoir raccroché, je suis resté sur le balcon à regarder le coucher de soleil sur Lyon. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer. Des milliers de fenêtres, des milliers de vies, des milliers de secrets. Combien de ces fenêtres cachaient des mensonges comme ceux que j'avais vécus? Combien de personnes vivaient avec quelqu'un qu'elles ne connaissaient pas vraiment? J'ai repensé à Isabelle. 6 ans de prison. Elle avait fait appel, mais Maître Duchamp m'avait dit que ça ne changerait probablement rien. Parfois, tard le soir, je me demandais si elle pensait à moi, si elle regrettait vraiment, si quelque part dans sa cellule, elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle avait détruit. Nous avions été mariés pendant 12 ans, mais combien de ces années étaient réelles? Quand exactement avait-elle commencé à me mentir? Dès le début? Ou seulement quand sa mère était venue avec ses dettes? Je ne le saurais probablement jamais. Le divorce avait été finalisé rapidement. Elle n'avait pas contesté. Comment le pourrait-elle? J'avais gardé tout ce qui était à moi. Elle n'avait rien obtenu. Céline m'avait envoyé une lettre d'excuse il y a quelques semaines. Une longue lettre manuscrite où elle expliquait son remords, sa honte, son désir de se racheter. Je ne lui avais pas répondu. Que pourrais-je dire? Michel, par contre, n'avait jamais montré le moindre remords. Même au procès, elle était restée froide, calculatrice jusqu'au bout. 8 ans de prison. Elle aurait 68 ans à sa sortie. Sa vie était finie. Mon téléphone a vibré. Un message de Claire Rousseau, ma nouvelle directrice financière. Les bilans du trimestre sont excellents. Vous devriez être fier. Bonne soirée, monsieur Moreau. J'ai souri. C'était bon d'avoir quelqu'un de confiance dans l'entreprise. Mais le mot « confiance » me faisait toujours tressaillir. Pourrais-je un jour refaire confiance à quelqu'un? Vraiment confiance? J'ai repensé aux leçons que cette épreuve m'avait enseignées. Première leçon. La confiance n'est pas de la naïveté. Faire confiance ne signifie pas fermer les yeux. Cela signifie donner une chance tout en restant vigilant. Deuxième leçon. La technologie peut être à double tranchant. Cette caméra a violé notre vie privée, mais elle m'a aussi sauvé. Parfois, ce qui semble être une intrusion est en fait une protection. Troisième leçon. Les gens changent. Ou peut-être ne changent-ils pas. Peut-être montrent-ils simplement leur vrai visage quand les circonstances l'exigent. Isabelle était-elle toujours une menteuse? Ou les dettes de sa mère l'avaient-elles transformée en une? Je ne le saurais jamais. Quatrième leçon. L'argent révèle le caractère. Il ne le crée pas. Michel avait toujours été égoïste et manipulatrice. L'argent, ou son absence, avait juste amplifié ses traits. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé une dernière fois les vidéos que M. Bertrand m'avait données. Je ne les avais pas supprimées. Je les gardais comme un rappel de ce qui peut se cacher derrière les sourires, derrière les « je t'aime », derrière les années de vie commune. Dans la première vidéo, Isabelle riait avec sa mère et sa sœur. Quand il aura signé, la maison sera à mon nom. Ce rire, ces mots, tout semblait si loin maintenant. J'ai fermé le fichier. Je n'avais plus besoin de les regarder. Le lendemain, je suis retourné au café de la place Saint-Michel. Le même café où M. Bertrand m'avait montré les vidéos pour la première fois. Je me suis assis à la même table dans le coin. Le serveur est venu. Un café, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Pendant que j'attendais, j'ai observé les gens autour de moi. Un couple âgé qui riait ensemble. Un homme d'affaires au téléphone. Une jeune femme lisant un livre. Des vies ordinaires. Ou du moins, c'est ce qu'elles semblaient être. Mon café est arrivé. Je l'ai bu lentement, savourant le goût amer. J'ai sorti mon téléphone et j'ai écrit un message à M. Bertrand. Merci. Pour tout. Vous m'avez donné une seconde chance. Une chance de vivre dans la vérité, même si elle est douloureuse. Je ne l'oublierai jamais. Il a répondu quelques minutes plus tard. Prenez soin de vous, monsieur Moreau. La vie continue. Et parfois, les fins difficiles mènent à de meilleurs commencements. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis arrêté sur le pont Lafayette, regardant les lumières se refléter sur l'eau de la Saône. Lyon était magnifique, vivante, pleine de possibilités. Et moi, j'étais libre, libre des mensonges, libre de la trahison, libre de recommencer. Avais-je pardonné à Isabelle? Non, probablement jamais. Avais-je pardonné à Thomas? Peut-être, un jour. Mais ce qui comptait, c'est que j'avais retrouvé quelque chose de plus important que le pardon, la vérité. Cette nuit-là, dans mon appartement, j'ai déconnecté toutes les caméras de sécurité que j'avais installées après le procès. Je n'en avais plus besoin. J'avais appris ma leçon. Pas besoin de surveiller constamment. Juste besoin d'être plus prudent, plus conscient. Et si un jour je décidais de refaire confiance à quelqu'un, ce serait un choix conscient. Pas de la naïveté, mais une décision éclairée.
3 ans ont passé depuis cette nuit où M. Bertrand m'a appelé. 3 ans depuis que j'ai découvert que ma vie était un mensonge. 3 ans depuis que tout s'est effondré et s'est reconstruit. Aujourd'hui, je dirige une entreprise prospère. J'ai de nouveaux amis, de vrais amis. J'ai même commencé à sortir avec quelqu'un, Amélie, une architecte que j'ai rencontrée lors d'une conférence professionnelle. Elle ne sait rien de mon passé. Pas encore. Mais un jour je lui raconterai. Et cette fois, je saurai reconnaître les signes, les mensonges, les manipulations. Parce qu'une caméra oubliée m'a appris la leçon la plus importante de ma vie. La vérité, même douloureuse, vaut toujours mieux que le plus confortable des mensonges. Une simple caméra de sécurité oubliée a révélé plus qu'une trahison. Elle a révélé qui j'étais vraiment et la force que je ne savais pas avoir. Parfois, la technologie qui envahit notre vie privée peut être exactement ce qui nous sauve. Et la vérité, même quand elle détruit tout, est toujours préférable au plus confortable des mensonges.